Coq a chanté, nous émettons depuis la station de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, Matin Bonheur est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à Alix, toujours ravissante dans, Oh, merci. dans sa magnifique tenue, du soleil qui se lève, une des couleurs de la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, on est très heureux d'être en votre compagnie en ce jeudi passionnant qui nous attend avec, bien sûr, comme point d'orgue, la santé. Nous allons parler avec un professeur éminent d'un phénomène, d'une situation assez particulière, l'infertilité. Nous allons vraiment graviter autour de ce thème très important et surtout très stratégique en Afrique. Mais avant, Dr Envo se fera donc le plaisir d'être en notre compagnie. Avec lui, on va parler également de l'importance d'un pont de la santé, c'est-à-dire l'importance des protéines, ma très chère. Exactement, l'apport de protéines et son importance dans notre santé. Le sujet sera campé par Dr Envo. Mais en amont, on va recevoir avec le plus grand plaisir notre jeune vieux, Monsieur Régis Kofi, qui sera là pour le premier Flash Ivoire. Il aura 3 doses, Flash Inter et Flash Afrique, pour être plus exhaustif. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes bien le jeudi 23 janvier 2020. C'est Jacques Brou qui fait le son et les images. C'est le réalisateur de cette émission avec mon très cher frère Soya et toute l'équipe là-bas. L'équipe au sol, l'équipe sol et en tout cas toute l'équipe. Monsieur Bonfils Mboua aussi est avec nous. Ibrahim Aboulengani s'est chargé de la lumière comme il peut. Et puis voilà, tout le monde est là. On est très heureux. Tous les soldats, en guillemets, du matin sont là, les soldats de la bonne humeur. Dans un instant, on aura bien sûr l'info et puis on aura un important reportage sur Alla Thérèse qui, vous le savez, nous a quittés il n'y a pas longtemps, lundi déjà. Hein, et vraiment, la Côte d'Ivoire est en train de se préparer à lui rendre des obsèques dignes de son talent et de tout ce qu'elle aura donné à son pays. Exactement. Avant d'y arriver, nous avons bien sûr notre image de jour à vous présenter dans la continuité bien sûr de l'amour pour la patrie, couleur verte. Alice a ouvert les hostilités avec l'orange. Lui, le blanc, le monsieur inconnu. Le blanc, c'était la table, c'est la table de la matinale. Et puis voilà, le monsieur habillé en banane, près du corps, s'il vous plaît, près du corps, avec une calvitie réinventée. Donc franchement, ça c'est un style. On nous dit qu'il vient du village de Jacques Brou. Je sais pas, bon. Je sais pas. Jacques Brou, vous confirmez? À l'oreillette, vous confirmez? En tout cas, il a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour cette tenue assez particulière, faite de feuilles de bananier. Qui a cousu ça sur lui? C'est du sur-mesure. Ah, c'est du sur-mesure. Voilà. Il a dû faire à tout, même au bananier, et puis bon, ça a collé à la peau. L'ingéniosité de l'Afrique, non, c'est magnifique. L'Afrique a un incroyable talent. Et oui, les bananes aussi, un incroyable talent. Matin Bonheur, ça s'ouvre comme ça, toujours dans la bonne humeur, avec maintenant, comme a dit Alix, le jeune vieux, entre guillemets, de l'info. C'est notre, en tout cas, c'est notre partenaire depuis des années. Il est toujours sémillant dans la présentation du journal. C'est dans 30 secondes maintenant qu'on peut parler un peu. Ça va bien? Ça va. Ça va bien, bien réveillé. Ah oui, c'est sûr, le réveil. Bien dormi, tout ça. Bien dormi, bien réveillé. Les cheveux blancs, là, ça vous donne des charmes, quoi. Nous, on aime ça, quoi. Ah oui, poivre et sel, ça a toujours quelque chose de particulier. Bon, on dit que ça inspire la richesse. Ça inspire la richesse. Mais c'est le cas, non? Non, j'attends la richesse. Ah, vous attendez? Parce que je suis sur la route. Bon, commencez à courir. Hein. Je connais un autre monsieur dans la maison, c'est professeur, mais c'est pas un milliardaire, il se défend. On peut avoir son identité? Non. D'accord, on va passer au flash, je pense. C'est pas bon pour les notations. Alors, 5h59, 58, voilà, il est 6h, c'est parti maintenant, on y va. Madame, Monsieur, bonjour. Prenons tout de suite la direction de Londres où le président de la République, Alassane Ouattara, a été l'invité de la Royal African Society, un institut qui met en relation les élites africaines avec des inventeurs britanniques grâce à son vaste réseau fort de 1000 membres dans tous les secteurs d'activité. Habiba Dambélé Saoui. Promouvoir l'Afrique autrement est le credo de la Royal African Society, forte de son réseau de 1000 membres dans tous les secteurs d'activité. Un vaste réseau désormais au service de la Côte d'Ivoire pour l'aider dans son développement. Un institut qui a pour vocation de faire la promotion de l'Afrique et de ses potentialités, tant économiques que culturelles. La Royal African Society met en relation des élites africaines avec des investisseurs britanniques grâce à ses membres influents, composés de décideurs, de diplomates, de lords, d'intellectuels et de politiques. Le docteur Nicolas Westcott, ancien ambassadeur du Royaume-Uni près la République de Côte d'Ivoire, qui dirige cet institut prestigieux, se dit impressionné
par les bonnes performances économiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par la transformation économique en Côte d'Ivoire que le président a achevée. Donc nous voudrons aussi encourager, comme la réunion que nous avons tout à l'heure, avec les grands investisseurs britanniques. Donc je suis très optimiste sur l'avenir de notre partenariat entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Et nous espérons le meilleur pour une élection paisible, tranquille, transparente avant la fin de l'année. La Royal African Society mène un véritable lobbying auprès des décideurs et des parlementaires britanniques pour la facilitation de l'obtention de visas pour les ressortissants africains. Le président de la République était également l'invité de la Chatham House pour exposer sur les élections de 2020. L'occasion pour Alassane Ouattara de se prêter aux questions des participants. Le président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a instruit l'auditoire sur la création et le fonctionnement de la future monnaie, l'ECO, qui va remplacer le franc CFA. L'ECO sera arrimé à l'euro pour la stabilité des marchés, selon le chef de l'État. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a été reçu par son homologue français Richard Ferrand au centre des échanges des questions d'intérêt commun, notamment le dossier des enfants sans identité, les questions du genre. Les deux hommes se sont également entretenus sur la vie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Échange autour des questions sécuritaires. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rencontre les organisations de la société civile. Abou Sanogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomondé, engagé à rétablir la confiance entre la police nationale et les populations. Et pour cela, il a entrepris d'engager un dialogue direct avec les acteurs de la société civile en vue de la mise en place d'un cadre permanent d'échange sur les questions sécuritaires, dont l'objectif est de mener des actions visant à créer en Côte d'Ivoire les conditions d'une bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Il va aussi servir de cadre d'échange continu d'informations entre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et les organisations de la société civile. Je voulais vous réitérer mon engagement et celui du ministère dans ce que j'appelle une approche inclusive dans la gouvernance du secteur de la sécurité. C'est ce qui guide toute mon action et je voudrais que cela se sache et que cela s'intègre dans tout ce que nous allons faire et que nous continuerons de faire pour notre pays. La société civile s'engage donc à accompagner le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en vue d'une meilleure prise en compte des questions de protection des populations. Nous sommes très heureux aujourd'hui que finalement nous ayons adopté les documents fondateurs de ce cadre-là pour que nous permettent d'avancer très rapidement sur les défis qui nous attendent, à savoir contribuer en tant qu'organisation de la société civile à la protection de la sécurité en Côte d'Ivoire. Les acteurs de la société civile se retrouveront dans quelques semaines pour un séminaire de renforcement des capacités sur les questions sécuritaires. L'équipe de Bonjour 2020 a posé ses valises à Toumoudi. Les populations ont communié avec leurs humoristes préférés. Occasion pour la marraine de ce rendez-vous du rire, la ministre Raymonde Goudou-Kofi, d'appeler à la solidarité et à l'union. On fait le point avec Koné Pargassoro. Stade municipal de Toumoudi. C'est le lieu choisi pour abriter la deuxième étape de l'émission humoristique de la RTI Bonjour. Émission qui s'inscrit dans le cadre de Bonjour Tour 2020. À cette occasion, les humoristes sur scène ont tenu le public en haleine. Il y a un jeune homme là, il m'a vu, il dit il veut m'épouser. Ah oui. Donc il allait me présenter à sa maman. On arrive là-bas, sa maman fait Hi, mon fils, ça avait pilon image maintenant. Attends, vous riez pour ce qu'il a dit ou bien vous vous moquez de moi? Et puis il est sorti. Mon neveu a commencé à prendre Yacouba, 2 jours net, sa nuque a commencé à pousser. Il dit il arrête Yacouba.
Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Yacouba dans l'armée, sinon de toute façon le gouvernement va dépenser sur Béré. La direction générale de la RTI vous salue. Vous savez, c'est un groupe. Vous savez, bonjour, c'est ça. C'est se rapprocher des populations. C'est d'être avec vous. Et c'est un partenariat signé. Madame le ministre a dit, chaque année, il faut qu'on vienne à Toumoudi. Les populations, elles, se disent fières d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. La marraine de ce grand rendez-vous du rire, le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle de la population et des différentes prestations des humoristes. Je voudrais appeler à la cohésion dans notre région, à la cohésion à Toumoudi. Parce que ces moments que nous partageons, je voudrais que nous puissions les partager régulièrement, tous les jours, que nous puissions nous apprécier. À la fin de ce moment de convivialité, les spectateurs ont eu droit à un feu d'artifice offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Fini, bonjour à Toumoudi. Rendez-vous à Abosso le samedi 25 janvier prochain pour plus d'humour et de rire. Et partout, c'est avec moi que les filles aiment sourire. Elles prennent des photos avec moi. Alain, c'est quoi? C'était quoi de mauvais? C'était quoi de méchant? Merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons à 6h30. Merci à vous, Régis Kofi. On garde cette note de gaieté, de sourire. Hein, bien sûr, franchement, il faut le faire. Hein. Faut le faire, hein. Quelques jours passés après le 1er janvier, mais on est toujours dans la mouvance de la nouvelle année. Ça tient toujours. En fait, bonne année, ça tient toujours jusqu'au 31. Bonne année, les amis. Merci, bonne année. Bonne année au pays. Hein. Okay, bonne année. Voilà. On garde le sourire et on part pour faire du sport, cette fois-ci avec le coach Anis Zadi. Bonjour tout le monde, je suis là ce matin pour vous enseigner la méthode vitale. Nous allons vous montrer ce que c'est, comment faire l'étirement. L'étirement, c'est un mouvement simple, mais qui vous permet de remettre vos muscles en place. On va aller avec les bras dans le vide, au-dessus de la tête, donc tout doucement.
Chaque jour, il faut vous étirer à la fin de plusieurs exercices. Cela vous permettra d'éviter les courbatures, ça vous permettra d'éviter des douleurs, ça vous permettra de ne pas vous sentir mal pendant la journée. Après une séance riche, à la semaine prochaine pour une séance décalée. Ça promet avec le coach Anissé Zadi. L'importance de l'étirement, c'est vrai, il faut vraiment se préparer. Dans toute chose, il faut une préparation. Et au niveau physique, il faut l'étirement parce qu'après, on peut avoir des accidents. Et puis moi, j'ai une question, Alix. On mange avant de faire le sport, on fait le sport et puis on mange après. Vous, c'est quoi votre... Ah, ça, c'est une grande question. Oh, oui. Il va falloir creuser. Philosophique. Généralement, j'opterais pour manger avant de faire du sport. Pour éliminer les calories. Il y a plusieurs tendances. Par exemple, coach Zelika, elle c'est le contraire. Faire sport et après, manger. Elle mange light. Parce que elle mange light. Quoi. Je me demande si elle n'est pas devenue végane. Non. Elle est très à cheval sur la bonne nourriture. Ça va encore. Ça va. Allez, justement, en parlant de nourriture, tout cela pour faire le lit de la rubrique qui vient maintenant, c'est Histoire du petit-déj. On va aller du côté du Moyen-Orient. Ce sera savoureux. Les you-you, tout ça, les cris. On y va. C'est parti. Oui, on prend l'avion direction le Moyen-Orient pour déguster ce baklava, voilà, qui est un plat assez particulier, typique de cette région-là, à base de viande, comme vous pouvez le constater, de légumes et bien sûr d'une belle pâte feuilletée, voilà. Et c'est présent chaque fois lorsqu'on parle de petit déjeuner dans des régions comme le Liban, à Mascate, au Maroc aux Émiratis aussi. Chez les Émiratis, vraiment, au Qatar, tout ça. Doha, Dubaï. C'est bon pour les enfants. Abu Et Dhabi. quand on a souvenance que Dr Envo nous a dit ici que la viande, c'est bon pour débuter la journée, c'est bon pour les enfants. Donc c'est tout bénéf au niveau de la santé. C'est bien pensé. C'est bien pensé, c'est très, très, très bien. Vous pouvez vous faire aussi, si vous n'avez pas le baklava ce matin, un pain fourré. Il nous a dit que c'était aussi demi. Et puis un pain condiment, mais le problème aussi du pain condiment, il faut le prendre tôt le matin. Quand le pain, les condiments viennent d'arriver, là, c'est la bonne heure. On salue toutes les vendeuses de pain condiment, notamment Mariam à Trècheville, vraiment, qui nous fait du bien souvent. Une visite inopinée ne serait pas mauvaise. Eh oui, ce ne sera pas mauvais. Mariam, on vient demain, 2 pains. Alors, 1500. 2 pains. Oui. Avec tout dedans. Chaud. À 3 pains. La rédactrice me dit 3 pains. Il ne faut pas oublier. Oui, 3 pains. Voilà, le réalisateur me dit 4. 4. Qui dit mieux? 5 pains. 5 pains. 5 pains. Encore en chair, 6 pains. 6 pains. 7 pains. 7 pains. Bah, adjugez 7 pains. Adjugez, Mariam, finalement, toute la boulangerie. On vient demain. Voilà. Maintenant, se poursuit maintenant la revue de presse. Et c'est avec le grand sourire de Bonfils qu'on va dire bonjour à Renaud. Bonjour Renaud. Alors, on démarre avec la forêt ivoirienne qui se porte de mieux en mieux, nous dit-on. Oui, c'est ce qu'affirme Fraternité Matin avec cette une. Préservation des ressources forestières. La Côte d'Ivoire progresse bien sur ses objectifs. Selon le quotidien pro-gouvernemental, 5 millions d'arbres seront plantés en 2020 contre 1,2 million en 2019. Et puis une audience est prévue le mois prochain dans l'affaire de M. Laurent Gbagbo devant la CPI. Oui, avant cette audience qui va se tenir le 6 février 2020, la Côte d'Ivoire dépose un document dans l'affaire Gbagbo. Selon les avocats de l'État, le retour de l'ex-président en Côte d'Ivoire sera un facteur grave de désordre. Plus de détails dans l'Inter. Et l'Église catholique veut contribuer à l'apaisement du climat électoral. Oui, pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, l'Église catholique organise une marche selon le nouveau réveil, dénommée Allons à la paix. Cette activité est prévue pour se tenir le 15 février 2020. Et puis le jour plus, on remet une couche avec toujours l'Église catholique avec une intervention déterminante cette fois-ci. Oui, après la déclaration des évêques de Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Coutois veut rencontrer le président de la République Alassane Ouattara. Mais selon le jour plus, il y a des obstacles à cette rencontre. Un mot de santé dans cette revue de presse. La Côte d'Ivoire annonce des mesures pour se prémunir du virus coronavirus. Face à l'épidémie de pneumonie qui sévit actuellement en Chine, la Côte d'Ivoire renforce la surveillance à ses frontières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié un communiqué hier pour annoncer les mesures prises et les recommandations faites aux populations dans le cadre de la prévention face à cette épidémie qui inquiète tous les pays du monde entier et qui s'est déjà propagée en Thaïlande, au Japon ou encore en Corée du Sud. Ce communiqué est à retrouver dans le
patriote. À la une de Biche, et ce sera pour terminer, mon très cher Renaud, une affaire de fauteuil présidentiel. Une histoire de fauteuil présidentiel en Afrique plus précisément, où selon l'hebdomadaire satirique, s'asseoir c'est facile, mais se lever, alors là, c'est la croix et la bannière. Petite illustration avec cette image où ce chef d'État africain est dans son bain et un de ses collaborateurs lui crie « Prési, Prési, votre fauteuil a disparu » et le président tout sourire qui le rassure en disant « Non, t'inquiète, je l'ai avec moi dans la baignoire. » À demain. À demain, c'est sans commentaire. No comment. Exactement. Merci à vous, Renaud. Merci. On se revoit demain avec le même bonheur. Et nous vous avons annoncé à l'entame de cette émission. Lundi, la Côte d'Ivoire s'est réveillée avec cette nouvelle saisissante là, du départ de Alla Thérèse. Un petit hommage pour aujourd'hui. On l'a fait mardi. Aujourd'hui encore, on décide de penser à elle. La grande faucheuse a encore frappé. Kwadjo Amina Thérèse, dite Alla Thérèse, a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 19 janvier à Djekanou. Artistes, musiciens et hommes des médias ont du mal à contenir leurs émotions. Au niveau de la RTI, on va essayer d'organiser une émission et elle mérite qu'on lui rende hommage. C'est un symbole, c'est une icône qui nous quitte. C'est toujours difficile de parler de ce genre de personnes-là au passé. Une grande dame qui n'a pas fait d'enfant, qui s'est accrochée à l'art qu'elle maîtrise le mieux, avec sa coiffure à chorégraphier qu'elle a créée, le pain baoulé attaché avec des épaules toujours qui n'ont jamais flirté à l'orée du temps et tout. Donc c'est la cantatrice baoulée aux pieds nus. C'est ce que je veux qu'on retienne, avec une voix originale et une musique très 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 traditionnelle. Sa dernière apparition publique remonte au FEMUA 12 à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. À Salfo, commissaire de l'événement, le grand hommage. Nous perdons une bibliothèque, nous perdons une pionnière de la musique tradimoderne. Pour l'œuvre que Alla Thérèse a pu faire pour la Côte d'Ivoire et pour sa musique, j'avais jugé nécessaire qu'on puisse l'inviter au FEMUA. Et nous, on s'est dit qu'il était important de l'inviter et de montrer aussi que si la musique ivoirienne est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme elle. Alla Thérèse a longtemps fait la promotion de la musique traditionnelle baoulé, rythme du centre de la Côte d'Ivoire. Des artistes adeptes de cette musique ne cachent pas leur tristesse. On sait que c'est un être humain, qu'elle pouvait partir un jour. Mais de façon brusque, franchement dit, c'est vraiment pénible. C'est cette femme-là, c'est qu'elle chante là, quelqu'un d'autre peut le faire. La personne qui peut faire comme Alla Thérèse là n'est pas encore née. Le ministre de la Culture et de la Francophonie salue la mémoire de l'artiste et promet des funérailles dignes à la hauteur de l'illustre disparu. Au nom du chef de l'État, du président Alassane Ouattara, du vice-président Dada Kabir Danka, du premier ministre Amadou Koulibaly et de l'ensemble des membres du gouvernement, je présente mes condoléances à la famille biologique de Alla Thérèse. Oui, nous perdons une grande patriote, une grande femme de culture, une femme qui nous a édifiés avec sa musique, avec les paroles fortes de sa musique. Une femme qui est venue à la musique pour être la mère de tous les enfants de ce pays et pour que tous les enfants de ce pays voient en elle une mère. Chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien, Alla Thérèse, auteur de 6 albums, dont le tout dernier, Benyansou Moyaye, sorti il y a seulement quelques mois. Voilà, on aura toujours une pensée pour cette icône vraiment qui a traversé le temps. Belle femme, au sens propre comme au sens figuré. Comme on dit communément, une belle âme, Alla Thérèse. Jamais d'histoire, pas de clash, toujours bien dans ses... Enfin, elle chantait pieds nus, mais on fait droite dans ses bottes. C'est une expression, mais franchement, avec un mari charismatique, avec qui... C'est un symbole... En Alla Thérèse et Ngoran Laloua, il y a un symbole de solidarité, symbole aussi de ténacité, symbole de neutralité, d'objectivité. Voilà, Alla Thérèse a été avec tout le monde, le président Oufoué, pendant les manifestations, le président Gbagbo, le président... Toutes les mandatures. Ouattara, toutes les mandatures, elle était là. Franchement, c'est comme ça qu'un artiste doit se comporter. Vraiment, c'est la place d'un artiste. Vraiment traverser le temps en restant toujours
constant. En tout cas, repose en paix, mémé. La Côte d'Ivoire sera honorée. Je me permets de tutoyer. Allez, Matin Bonheur se poursuit. Hélas, the show must go on, comme disent les anglo-saxons, avec maintenant ce reportage qui est toujours inhérent à la culture de notre pays, que vous allez certainement apprécier. Regardez. Yeah, Dangama body ahonio. Ahoye boy tinga ye wa ye troso. Ne kwami a yo wo manu. Isi ye a sone yo wari o. Ama ahoye, otini kete. The father ought to not all, so blame not really away. Moriamunyale, and give you Gori and Gramsanya Soare, ye, and your boy Pelly Midiani. Ele Sanso, a hamu. Minjani de bari echi wo hu de e safi onyoma ya hondoto ba ye de ne juro na mate komi mbra bienga na itio mo kodo mo yo mi ayire mamni ayire de boyore me ayire te pa o mamni nyani anza ba son bo minja o hu juri de mi na nguruma ba yo ya yire na ikura wa chocho. Bambo wo mo burukun nyame ya nwa odiso jumani iti ni jinwa msika kiramo odi ya ho ogi ya kiama ne ba wala mukru ne kusumi so de mun kan be nyomo de sane me dabo mnafi ngol ko mi ambla do iwa oni am de iwa ba wala mukru odi ya ho biye de be fa be wo be wo ya ne wati komia o be fa wo be ku be fa be wo kama mno mama ku ni ge fa ni ba ni mama ejo bia o fa ni kai wa ni bia ni ho en kama me la nguzo me ya ho ni fa ri yo o gure me sra buri ne ko bonum ti bebe se ya wura na ni ho ni o ba muso ete bra na ni ge to hu a edi ahwe se ti bi oju ahwe na ni ge oto no fata be di ya ho a edi ya ahwe ya yi wa ye komie mieju amobe no wa na kulango mondo komie mieju abe so ntra mramo miti bi esu amiti aho na mbra su ango bi di aho nya bi esu amakora be di yo yasuko bondo yakota ariema bosomo so kra wa nwuru wa bosomo kra tin ewa be ba ma ba ri o D'abord, il faut que les filles gagnent un débat. Sans beaucoup masser. Au masser le combien?
Et voilà, notre culture ici illustrée à travers ce reportage sur les Comiens. Voilà, ces prêtresses qui ont cette dextérité-là de l'art de pouvoir soigner. Dieu seul sait par quels moyens. Ben voilà, c'est le grand mystère de l'Afrique. C'est à Bongouanou. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci, de notre beau pays. Bongouanou, Bato, Anoumamba, Ouélé, Daoukro, voilà, toute la zone là. On vous salue. Allez, Matamona se poursuit avec Régis qui a eu un peu peur pendant le reportage, mais il est rassuré parce qu'on est ensemble. Quand tu es vieux, tu es vieux. Dans le cadre de ses activités académiques 2020-2021, l'École nationale d'administration ENA organise sous la présidence du général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique, la rentrée solennelle de la 56e promotion. Cette cérémonie se tiendra le jeudi 23 janvier 2020 à partir de 7h30 à l'ENA. Bonjour à tous. Pour ce matin, brumes humides et brouillards seront présents par endroits en début de matinée sur les régions du sud forestier et du littoral. Sur ces mêmes zones, le début de matinée sera frais avant que le soleil ne soit actif. Les vents secs seront aussi présents dans les zones du nord de la Côte d'Ivoire. Ces vents seront frais et se réchaufferont progressivement avec l'apparition du soleil. Pour les variables, on note 26 degrés le pic à Abidjan, 25 à Idiaké, 21 à Bandoukou, 20 à Boaké, 21 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 18 à Korogo, 16 à Mans et à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 22 degrés à Yamsokro. Dans l'après-midi, les passages d'un front lié aux zones tempérées sur notre zone sera favorable à l'arrivée de nuages relativement denses. Ces nuages donneront localement de la pluie sur le littoral et dans le sud forestier. Dans la bande centrale, il fera chaud, humide malgré les intrusions des vents secs. Dans le nord, il fera chaud et sec sous un ciel faiblement nuageux. Pour les températures de l'après-midi, on note 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bandoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 34 à Korogo, 31 à Mans, 34 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamsokro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau point de l'actualité consacré à l'Afrique. En Guinée, il y a eu de nouvelles manifestations lundi et mardi où le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, a appelé à une résistance dans tout le pays. Mardi, des violences ont été signalées à Conakry, la capitale, et dans plusieurs autres localités. Les manifestants protestent contre le projet de réforme de la Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé.
Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté mardi une loi instituant des volontaires pour la défense de la patrie. À l'unanimité, les 122 députés présents ont dit oui à cette loi qui permettra à tout citoyen de se porter volontaire pour mener aux côtés des forces de défense la lutte contre les terroristes. L'appel des autorités burkinabées fait suite à la mort de 36 civils, des civils tués lundi dans la province de Samatenga, au centre-nord du pays. Selon le ministre de la Défense, la formation initiale de 14 jours consiste à l'éducation aux droits humains, à la discipline et au maniement des armes. Une formation qui se fera continue sur les terrains d'opération. Il ne s'agit pas d'en faire des chairs à canon, rétorque-t-il à ceux qui pensent qu'il s'agit d'exposer la vie des volontaires avant de confirmer « Nous voulons éviter que ces volontaires soient des milices ». Sonnette d'alarme d'Ocha en République centrafricaine. Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de la moitié de la population, soit 2,6 millions de personnes, a besoin d'assistance et de protection humanitaire. Et environ 1,6 million de ces personnes sont en situation extrêmement vulnérable. Au Sénégal, les acteurs du secteur de la pharmacie ont mis en place un système pour stopper le fléau des faux médicaments. Ils saluent d'ailleurs la décision des chefs d'État de criminaliser la vente de ces médicaments. Regardez. À la pharmacie nationale d'approvisionnement, les engins tournent à plein régime. Ici, ce sont de vrais médicaments qui sont chargés pour les acheminer à l'intérieur du pays. Un travail de chaîne supervisé par la directrice qui d'emblée a salué la décision des chefs d'État africains de criminaliser la vente des faux médicaments. Cette action concertée est très importante. Elle va également permettre ensemble d'élaborer des stratégies de lutte contre ces faux médicaments et surtout de renforcer les systèmes nationaux mais également régionaux de réglementation des médicaments, surtout qui sont importés. Un contrôle systématique est mené nuit et jour pour lutter efficacement contre le phénomène. À ce niveau, nous avons un dispositif qui est bien en place au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes. La douane joue un rôle d'avant-garde. Voilà. Et à titre illustratif pour 2019, les saisies s'élèvent en valeur à plus d'1,2 milliard. Donc c'est vous dire que nous sommes vraiment en plein dans cette mission sécuritaire qui est de permettre à nos concitoyens de disposer des médicaments qui obéissent à toutes les normes sanitaires édictées par la réglementation. Pour les acteurs, une plus grande sécurisation des médicaments s'impose, de la fabrication jusqu'à la distribution. Les chaînes de fabrication des médicaments sont toujours très segmentées. Vous avez le site de fabrication, ensuite vous avez un autre site pour le contrôle qualité des produits, ensuite vous avez un autre site pour la distribution des produits. Il faut donc mettre des systèmes de sécurité et de traçabilité. Le président de la République est très au fait, il a parlé de sérialisation. Aujourd'hui, on parle de sérialisation des médicaments qui permettent d'authentifier les produits dès leur fabrication et de suivre leur utilisation. Dans cette dynamique, l'Ordre des pharmaciens entend prendre cette question à bras-le-corps. Ses membres ont initié un projet majeur pour la souveraineté pharmaceutique du pays. Cette société, donc Teranga Pharma, dont les actionnaires sont les pharmaciens sénégalais qui ont décidé de prendre en main le destin pharmaceutique du Sénégal. Et ces activités de production vont démarrer donc en fin février, début mars 2020. Avec ce projet, nous allons assurer l'ensemble de la chaîne pharmaceutique. Parce qu'aujourd'hui, nous importons énormément de médicaments. Plus de 90% des produits sont importés. Nous pensons que d'ici 10 ans, nous allons inverser la tendance. Avec la volonté des chefs d'État et les initiatives du secteur privé, les faux médicaments devraient normalement bientôt sortir du circuit. Des images obtenues grâce à AUB Vision. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce 6h30. Nous reviendrons à 7h. Merci à vous, Régis Kofi. À tout à l'heure pour le dernier flash. Et il est avec nous déjà en plateau, Dr Onvo. On a annoncé le thème, le sujet du jour. Aujourd'hui, on parlera de l'importance des protéines pour la santé. On y va juste après le jingle.
La complexité dans l'alimentation lui confère bien sûr tout son charme. Il faut manger, mais manger comment? Manger pour être en bonne santé, manger pour être rassasié. Vraiment, parfois, on ne peut pas se payer le luxe d'avoir le choix. On est obligé. Alors, quand dans de bonnes conditions, comment manger? Aujourd'hui, nous allons parler des protéines, Alix l'a dit. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur. Alors, importance des protéines dans l'alimentation. D'abord, est-ce qu'on peut se faire une petite classification de ce qu'on appelle protéines? Alors, les protéines, de même que comme les sucres et puis les huiles, on appelle les protéines sur les macromolécules, c'est-à-dire que des éléments qui jouent un rôle important dans l'organisme. Alors les protéines, il y en a de différentes sources. Il y a les protéines d'origine animale, c'est-à-dire que la viande, le poisson, les œufs, et il y a les protéines d'origine végétale. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les légumineuses, tels que le soja, le niébé, le haricot, etc., qui, souvent on les compare un peu à la viande, voilà, qui apportent aussi les acides aminés comme le poisson et puis la viande. Donc voici un peu les deux grands groupes, les deux grandes sources de protéines que nous avons dans notre alimentation. Alors ces protéines apportent ce qu'on appelle les acides aminés qui permettent de construire l'organisme. Ça, vous voyez les muscles, ça c'est les protéines. Ah, vous avez des muscles? Voilà, bien sûr. Donc, ça c'est les protéines. Donc nous en avons besoin. Aussi, hein. Nous en avons besoin parce que ces protéines d'abord jouent un rôle important dans l'organisme, mais ces protéines aussi apportent, dans l'ensemble, apportent aussi des éléments. Lorsqu'on prend par exemple les protéines d'origine animale, elles viennent avec les vitamines, elles viennent aussi avec du cholestérol, des huiles aussi et puis des minéraux. Donc, voilà, maintenant les protéines d'origine animale et végétale, elles viennent aussi avec souvent de la matière grasse, pas forcément du cholestérol, non, mais elles viennent avec de la matière grasse et aussi des minéraux et puis des vitamines. Donc c'est avec les protéines qu'on fait tout ce qui est dans l'organisme, c'est-à-dire que lorsqu'on veut fabriquer des enzymes, les enzymes sont des éléments qui jouent un rôle très important au niveau de l'organisme. Les enzymes, bon, les protéines apportent aussi du calcium. Dans l'ensemble, du calcium permet de construire un peu les os, etc. Même on peut faire un peu les cheveux. Voilà, on a tous besoin des protéines. Donc les protéines interviennent dans la construction, dans le rôle majeur, la construction de l'organisme. De sorte que s'il y a un déficit en protéines, alors les conséquences sont... Et avec l'aide de notre réalisateur, on a pu voir ici une liste qui n'est pas forcément exhaustive de protéines, d'aliments riches en protéines. Okay. On a ici, on a la viande. On a de la viande qui apporte voilà, des protéines, très très intéressant. Ça apporte du fer, des protéines. On a le poisson, très très bon pour les personnes âgées. On a aussi les fruits de mer, bien sûr. On a les œufs. On a le fromage, du fromage qui est très riche en protéines. Voilà, pas de sucre dans le fromage, donc c'est riche en protéines. C'est souvent un peu riche en sel, mais c'est riche en protéines. On a le yaourt. On a aussi les amandes, le soja, comme tout à l'heure, le soja comme les lentilles. On a aussi le haricot rouge que le haricot blanc, très très bon à manger. On a aussi les pois chiches, le noix de cajou et on a un peu le riz rouge. Le riz rouge apporte un peu de protéines, voilà, ce n'est pas comparable. Les principales sources de protéines sont la viande, le poisson, les œufs, le fromage, les amandes, le soja, etc. Okay. Alors, docteur, et si on faisait un croisement, je vais dire, au niveau de la valeur nutritive, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'équipe protéines animale et l'équipe protéines végétale? Alors, il faut dire que les protéines d'origine animale, du fait de leur ressemblance aux protéines, c'est-à-dire que leur aspect, leur structure, voilà, est un peu semblable à celui de l'homme. Donc, on va privilégier les protéines d'origine animale, voilà, qui sont plus intéressantes que les protéines d'origine végétale. Mais en tout cas, on adapte. Je dis souvent qu'ici, quand on prend à un certain âge, on préfère donner les protéines d'origine animale aux enfants et puis les personnes âgées vont prendre des protéines d'origine végétale parce que souvent les protéines d'origine animale, comme je le dis, s'accompagnent du cholestérol ou bien de la matière grasse, etc. Alors qu'on ne trouve pas du cholestérol dans les protéines d'origine, dans les produits d'origine végétale. Et c'est très logique ce que vous nous dites parce que vous avez conseillé ici pour les enfants un apport assez considérable de protéines animales le matin. Donc dans l'évolution de l'homme, après il faut maintenant apporter
protéines d'origine végétale. Voilà. Vous voyez, et les protéines interviennent à hauteur de 15% dans l'alimentation. On a dit que lorsqu'on fait la classification, les sucres interviennent entre 55 et 65%, l'huile intervient autour de 33%, 35% et les protéines autour de 15%. Ça permet de construire l'organisme. Donc, on a besoin des protéines, c'est très très bon. Parce que lorsqu'on fait un régime et prolongé sans protéines, c'est pas bon. Voilà, on a un déficit en protéines. Et vous allez voir que chez les enfants de 2 à 3 ans, ou bien souvent, à partir de la période de sévrage, lorsque l'apport en protéines est diminué, alors on assiste un peu à ce qu'on appelle la malnutrition protéino-énergétique, notamment le kwashiorkor, et puis le marasme. Vous voyez un peu, vous voyez les enfants aux cheveux frileux, les enfants sont bouffis, vous voyez un état de croissance, un état intellectuel. Voici un peu ce tableau qui se dessine lorsque on a un déficit en protéines chez les enfants. Même à l'hôpital, lorsque par exemple quelqu'un a été hospitalisé pendant des mois, si le régime à l'hôpital n'est pas adapté, vous voyez, on assiste à ce qu'on appelle une fonte musculaire. Une fonte musculaire, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que c'est la fonte musculaire? Toutes les protéines s'en vont. Vous voyez, puis ils deviennent maigres. Ils deviennent très maigres. Et puis voilà. Donc même là, si on a fait des chirurgies, ça ne prend même pas, les fils ne tiennent même pas. Parce que, effectivement. C'est assez particulier, ça. Oui. Alors, on parle de protéines au niveau préventif. C'est bon quand on est enfant, ou bien quand on est âgé, tout ça, pour prévenir les maladies. Mais aussi, il y a l'importance des protéines quand les maladies sont déjà là. Par exemple, chez les insuffisants rénaux et, par exemple, où vous avez parlé de kwashiorkor, on parle de régime hyperprotéiné, par exemple, à l'hôpital. De quoi s'agit-il? Voilà. Alors, comme j'ai dit, à l'hôpital, on parle de régime hyperprotéiné, c'est-à-dire que pour ces patients qui sont hospitalisés, qui ont besoin d'un régime hyperprotéiné, ça c'est avec l'ordre du médecin, avec le médecin, il demande un régime hyperprotéiné chez le patient parce qu'on vérifie que dans le sang de la personne, le taux de protéines a baissé. Et quand c'est comme ça, c'est suite souvent à des hospitalisations de longue date, alors on assiste à une fonte musculaire et souvent il est difficile aux patients de se reprendre. Donc, on augmente le taux de protéines. Souvent, on demande de donner 2 fois la part de protéines qu'on doit manger. 2 doses. 2 doses, voilà, 2 doses. Depuis le matin. Depuis le matin, c'est-à-dire que si habituellement on donne du pain avec du café, etc., on pourra donner du pain accompagné de fromage. Vous voyez, de fromage, on apporte les protéines à tout moment. Le matin avec des fromages ou bien c'est avec des œufs. À midi, on peut mettre 2 doses. C'est une portion de poisson que nous donnons, peut-être 2 portions de poisson, même si c'était du poulet, 2 portions de poulet le soir aussi. Donc, voici un régime hyperprotéiné. Mais au niveau chez les patients qui ont une atteinte rénale, alors on essaie de régler parce que ça dépend. La quantité de protéines qui est donnée dépend de la capacité du rein à filtrer. Voilà. Normalement, on dit chez une personne qui est en bonne santé, on demande les protéines à hauteur de 0,6 à 0,8 grammes par kilogramme par jour. Vous voyez un peu. Donc, certaines personnes qui ont un problème des reins, on peut souvent diminuer. Lorsqu'on n'a pas encore commencé la dialyse, parce que quelqu'un peut avoir un problème de rein, mais il n'a pas encore commencé la dialyse. Donc le rein, à un certain niveau, n'arrive pas à bien filtrer. Donc on peut réduire le taux de protéines jusqu'à 0,4 grammes. Mais une fois que la personne commence à faire les dialyses, ou par exemple, au cours des dialyses, la personne perd des éléments des protéines, alors là, on peut augmenter les protéines lorsqu'on fait la dialyse. Mais avant la dialyse, on peut réduire la quantité de protéines à consommer. Alors, sinon, normalement, pour quelqu'un qui est en bonne santé, le taux de protéines qui est recommandé, c'est 0,6 g à 0,8 g par kilogramme par jour. Le problème, c'est les normes de l'OMS. Les normes. Alors, souvent, lorsqu'on nous mangeons comme ça, normalement, ça nous permet de couvrir un peu tous nos besoins. Mais on voit souvent à l'hôpital certaines personnes qui, souvent, ils ont les moyens. Alors, surtout les gens du Sud, ils peuvent manger un gros poisson. Un gros poisson. Vous voyez un peu. C'est culturel. Voilà, oui. Voilà. Ces personnes, souvent... manger copieux, c'est... Manger copieux avec un très gros poisson. Souvent, quand c'est répété pendant longtemps, on peut voir souvent ce qu'on appelle une hyperfiltration glomérulaire. C'est-à-dire que le rein va tellement filtrer que souvent, on va faire la créate va monter. Vous n'êtes pas trop pour les repas trop copieux, j'ai remarqué. Vous aimez juste ce qu'il faut. Voilà, en termes d'alimentation, il faut rester... L'excès nuit. Voilà. Ouais, ce qui nuit pas. Les légumes ne nuisent pas. Mais tout ce qui est sucre nuit. Les protéines en excès, ceux qui font les protéines en excès, je vous ai dit, le rein peut prendre un coup. Ceux qui mangent des gros poissons par jour, et vous voyez un peu ça. Et aussi, souvent, on assiste à ce que l'élévation de ce qu'on appelle l'acide urique. L'acide urique dans le sang qui peut s'élever. Vous voyez un peu sur ces éléments.
Voilà. Mais aujourd'hui, quand on parle d'un déficit en protéines, c'est généralement chez les enfants, surtout que le problème se pose. Dans les zones de guerre, dans les zones où on ne trouve pas à manger, alors ces enfants, ouais, souvent quand on va dans les zones reculées, on voit des enfants qui ont un peu des aspects un peu malheureux. Ballonnement, voilà, ça c'est des signes de... Ils sont trapus. Voilà, trapus, sont voilà, un peu les cheveux issus. Les cheveux noirs, ça devient un peu roux, ça se casse-bille. L'enfant est tout le temps malade, vous voyez un peu les œdèmes au niveau des pieds. C'est généralement... Le regard vide. Voilà, généralement, c'est des alertes. C'est surtout chez ces enfants-là qui vont... Les conséquences sont graves. Surtout dans les zones de guerre où souvent on ne gagne pas à manger. Alors, qu'est-ce que la personne peut manger? Ce qu'on fournit souvent, c'est des aliments qui sont riches en sucre. À donner, c'est du riz, c'est du pain qu'on donne, mais les sources de protéines en Afrique sont chères. Justement, docteur, quand il y a des conflits comme ça, on voit la nourriture qui vient par hélicoptère. Oui. C'est particulier parce que ça renferme beaucoup de vitamines et de protéines notamment. Effectivement, c'est des produits qui sont conçus. Voilà. Spécialement pour ce genre de protéines. C'est spécialement pour ce genre de situation, pour ce genre d'enfants. Voilà. C'est préparé spécialement pour ça. Dans les packages, on donne, je ne sais pas dire le nom, c'est des pompes. Des fois, c'est pâteux comme ça. Voilà, c'est fabriqué. C'est bien conçu. C'est bien conçu, riche en protéines, surtout quand on distribue dans... Voilà, docteur, j'aimerais rebondir sur l'aspect, par exemple, des insuffisants en rénaux. Vous avez parlé d'apport à équilibrer, c'est très structuré. Alors, pour quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale, quand il va se faire consulter par son médecin, il devrait aller voir aussi un nutritionniste. Normalement, après la dialyse, après ce que le néphrologue dira, ils vont faire le calcul de ce qu'on appelle la clairance de la créatinine. Si on connaît la valeur de la clairance, alors avec son poids, on peut donner la quantité de protéines que la personne peut manger par jour. Vous voyez un peu souvent. C'est le circuit normal. Bien sûr, ils vont en supermarché, ils vont payer les appareils, les grammages, les petits appareils. Ça va de pair, il faut automatiquement penser à ça. En tout cas, c'est ce qui serait conseillé. C'est ce que vous recommandez. En tout cas, voilà. Est-ce que les reins, puisqu'on est sur les reins depuis longtemps, est-ce que les reins sont les seuls organes qui sont touchés par la carence en protéines? Quid du foie, par exemple? Souvent, on entend aussi que le foie peut avoir des soucis par rapport à une carence en vitamines. Est-ce que c'est en protéines? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est par exemple chez les sujets qui ont un cancer ou bien ceux qui ont un VIH, où par exemple le corps a besoin d'anticorps pour se défendre. Lorsque l'apport en protéines est en déficit, alors le corps prélève sur lui-même pour pouvoir fabriquer les anticorps. Donc souvent on assiste d'abord à une fonte musculaire, après le foie sera touché. Et puis la troisième étape sera au niveau de l'intestin, où souvent la surface de l'intestin peut être touchée à ce niveau, où vous avez que le malade fait souvent que des diarrhées. Et comment cette pronostic vital est très faible, c'est difficile de rattraper. Exactement, c'est dangereux. Vous voyez souvent les patients qui VIH, oui, on voit souvent des diarrhées. Voilà. Sinon au départ, c'est pourquoi souvent à tout moment il faut des régimes alimentaires. Il faut des régimes alimentaires parce que quelqu'un qui commence à faire une infection, même si c'est un VIH ou bien c'est autre maladie d'immunité, c'est avec les bonnes protéines que le corps se défend. Docteur, j'ai une pensée pour les femmes enceintes. Bien sûr, il faut que la femme enceinte aussi apporte des protéines parce que vous avez dit que les protéines s'accompagnent aussi avec du calcium qui vont renforcer les os du futur enfant. Donc, on n'allait pas aller jusqu'à nous parler de régime pour les femmes enceintes quand même. Moi, il y a un régime. Bon, je vais donner un exemple la semaine passée, si la personne en direct, elle dira. Il y avait une dame elle est enceinte, elle était à 108 kg. 108 kg, aujourd'hui, elle est à 104 kg. Elle a perdu 4 kg. Dans la grossesse, elle a perdu 4 kg. Effectivement, on ne fait pas les régimes comme ça. Voilà. Elle sait que la manière dont elle est en train de grossir, elle risque de créer des problèmes à l'accouchement. Donc, ce médecin lui a dit, elle va voir telle personne. Donc, dans le régime, on a équilibré. Il y a des aliments qui sont inutiles. Ce n'est même pas important. Ce n'est pas important, ça n'apporte rien. Ceux-là, on les enlève. Voilà, ceux-là, on les enlève. Donc, je parlais ici des patients VIH qui, normalement, il y a ceux qui ont le cancer ou bien les VIH qui doivent apporter des protéines. Mais pour les patients qui ont un VIH mais un cancer, on leur conseille surtout de prendre des protéines comme le poisson ou bien les protéines d'origine végétale, mais que la viande, on essaie de les réduire. Voilà, donc chez les patients qui ont un VIH, ils doivent apporter une quantité importante de protéines, de sorte à lutter contre les infections. Parce que si un patient VIH ne mange pas bien, un repas qui n'est pas équilibré et que le taux de protéines est faible, alors il n'aura pas une bonne immunité. Tout à fait. Et puis en deux, vous allez voir par exemple que, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura d'abord une fonte musculaire. Vous les voyez, ils sont souvent maigres. Voilà, parce qu'ils prennent beaucoup de médicaments, ils ont besoin de prendre des protéines pour résister. Après, s'ils ne prennent pas un taux de protéines qui est important, alors ces patients vont avoir un peu au niveau du foie. Il y a un prélèvement au niveau du foie.
Et puis après, maintenant, vous allez voir au niveau de l'intestin grêle. Alors la partie qui absorbe peut être touchée. Alors quand c'est comme ça, tout ce que le malade mange n'est plus absorbé. Alors on assiste un peu à des diarrhées. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué. La dégradation en même temps de la santé. Voilà. Alors docteur, c'est bien, hein, on parle de protéines, tout ça, mais dans la société, tout le monde ne mange pas des viandes, tout le monde ne mange pas des protéines. Quid des végétariens? C'est assez particulier. Comment ils font eux? Voilà, comme j'ai dit, il y a les protéines sont de source d'origine végétale. Les végétariens, les végétaliens, c'est ça. Effectivement. Ouais. Alors, ces personnes qui ne mangent pas les protéines d'origine animale se rabattent sur les protéines d'origine végétale. Mais je vous ai dit que tout à l'heure que les protéines d'origine animale ont une bonne structure, se présentent mieux que les protéines d'origine et végétale parce que au niveau des protéines d'origine animale, on a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. L'unité des protéines acides essentiels qui permet de jouer un rôle très important dans l'organisme. Donc, les végétariens qui ne prennent par exemple pas la viande, ils font des combinaisons au niveau des protéines d'origine végétale. Ils font des combinaisons. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Ce matin, quelqu'un va manger, par exemple, bien à midi, quelqu'un va manger du riz avec, par exemple, du poisson, de la viande. Lui, comme il sait qu'il ne mange pas de la viande, alors il va faire son riz avec des haricots. Ou bien du riz avec, par exemple, des lentilles. Il va manger. Vous allez voir un peu, et ils changent. Voilà, ils vont changer de sorte que les acides aminés qu'ils n'arrivent pas à trouver dans la viande, à force de changer, de jongler, alors ils réussissent à prendre un peu par-ci, par-là, par-ci. Mais docteur, l'assemblage, il est complet, il est bon pour la santé, l'équilibre est parfait? Généralement. Est-ce que ça vaut celui qui mange la viande? Ça ne gêne pas. Le rapport. Ça équivaut. Ça équivaut, voilà. Ils ont plusieurs sources. Ils ont par exemple le soja, le niébé, le pois chiche, ils ont un peu tout. Et ça arrange à faire des combinaisons de sorte que ceux qui ne mangent pas du poisson, de la viande, s'en sortent avec le rythme. Et ça va. Et ça va, ils sont bien, ça va. Voilà, ça va. Et ceux-là même, généralement, bon, c'est parce que... Vous conseillerez plus ça? Non, moi j'en prends. Vous êtes polyvalent, vous jouez des deux pieds? Je joue les deux côtés. Ça va, voilà. Moi j'en prends, je fais souvent du haricot. Que je mange bien du haricot ou bien des lentilles, on en mange, voilà. Et généralement, ces protéines d'origine végétale n'apportent pas de cholestérol. Alors, on dit souvent, docteur, que de 0 à 30 ans, on est protéiné, entre guillemets, et puis à partir de 30 jusqu'à 70, 80, on joue des deux pieds. Oui, et puis à partir de 80, on est végétalien. Non, on est liquide même finalement. Oui, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, voilà, la capacité de l'organe à assimiler baisse. Et puis, alors, chez les personnes âgées, je vous ai dit, le rein d'abord, il est un peu un rein qui a plus de 50 ans, il filtre, mais il est un peu fatigué. Mais aussi, souvent, il a l'accumulation souvent de ce qu'on appelle des acides. Et chez les personnes qui sont les femmes ménopausées ou bien les personnes de troisième âge, trop de viande dépose beaucoup d'acide dans le corps. Trop de repas copieux aussi, c'est pas bon à un certain âge. Voilà. Et je conseille de faire beaucoup de légumes au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Et surtout, de faire toujours attention, je répète toujours, attention au repas du soir. Le repas du soir vieillit. C'est de là que vient Donc il faut vraiment baisser la dose du repas du soir. Voilà, c'est très très important de réduire la dose. Et j'ai fait l'expérience, je vois souvent au CHU, beaucoup de personnes qui viennent, qui ont 70 ans, 75 ans, 80, qui sont en bonne santé. Ouais, ce que nous faisons, nous, en tant que nutritionnistes, en tant qu'enseignants, on a eu la chance d'être enseignés, on a étudié, et on a la chance d'avoir étudié, mais on écoute ceux qui arrivent. Marcelin, vous vous rendez compte que quelqu'un qui a vécu, c'est vrai, je connais, aujourd'hui moi je connais, je connais. Mais lui, il a vécu, il a traversé le temps. Donc quelqu'un qui a vécu, quand il me parle, j'écoute, j'essaie de voir un peu l'assemblage et voir un peu je compare ce que j'étudie. Et c'est enfin ce bilan que j'essaie d'expliquer un peu lorsque je viens un peu ici. Donc je comprends que ceux qui mangent peu le soir, ils ont une bonne santé quand ils vieillissent. Toujours dans la démarche de la recherche, du développement pour la santé des patients. On écoute beaucoup, on écoute ceux qui ont vécu. Nous, on a l'expérience. Nous, on a la connaissance, mais eux, ils ont vécu. Donc, souvent, il faut écouter les... C'est-à-dire qu'ils mettent en pratique ce que vous avez appris à l'école là. Vous voyez concrètement ça sur des gens, comment ça marche. Effectivement. Ça, c'est une base de données vraiment très fiable. Bien sûr. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu à être enseignés, mais ils ont vécu avec les connaissances des parents. C'est clair. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on essaie de voir un peu... Nous, on arrive aujourd'hui à expliquer ce qu'ils faisaient. On dit, donc c'est pour ça qu'on arrive à interpréter un peu le comportement des doyens. Quand ils viennent, souvent, ils ont 90 ans, ils n'ont pas fait de cours de nutrition. Donc quand ils viennent, on essaie de maintenant comprendre un peu
ah, qu'est-ce qui a fait la longévité et la santé? Voici pourquoi le doyen, à partir de 75 ans, malgré 70 ans, 80 ans, il est encore en bonne santé. On essaie d'interpréter. Et puis bon, ce sont des exemples que nous sommes donnés. Des cas bien précis. Bien sûr, Docteur, vous avez parlé d'assemblage, de composition. Par exemple, il n'est pas rare de voir, hein, j'ai envie d'appeler ça même du pléonasme alimentaire, on voit des haricots avec de la viande. Est-ce que ça, c'est conseillé? Bon, on dirait en français, c'est une tautologie. C'est bon, une tautologie, pléonasme. Mais alors... Protéines. Voilà. Oui, ouais, moi souvent je le fais. Mais je le fais à dessein. Je le fais à dessein. À quel sein? Je n'ai pas envie de manger du sucre le soir. D'accord. Donc souvent, il y a un petit repas que j'aime. On fait du soja avec un peu de la viande. Oui, on dirait par exemple sur une tautologie, effectivement, je le fais. Un régime, lorsqu'on essaie de faire un régime, c'est comme par exemple, nous sommes des mécaniciens, on essaie de bricoler un peu, dans tous les cas, à notre intérêt. Donc lorsque par exemple le soir, il fait du soja avec de la viande, dans cette composition, le taux de protéines, il est élevé, mais le taux de sucre, il est faible. Je vous ai dit que le sucre du soir, il nuit. Le sucre du soir, il nuit. Donc l'intention que je vise, c'est celui de me rassasier un taux de protéines un peu élevé en réduisant le sucre du soir. Tant que mon rein il est bon, je peux manger une quantité de protéines assez importante, je n'ai pas de conséquences. Mais le sucre du soir, il est dangereux. On peut jouer avec, on peut surfer un peu avec les protéines, mais on ne peut pas surfer avec le sucre. Ça, c'est une très très bonne conclusion. Merci infiniment à vous, docteur Onvo. Merci aussi pour votre écoute et pour toutes ces informations que vous nous apportez. On espère qu'elles vous ont été utiles à toutes les entités des personnes qui nous regardent, que ce soit les enfants, les parents et les personnes du troisième âge, les femmes en situation de ménopause, en fait toutes les couches de la société. Matin Bonheur se poursuit dans quelques secondes seulement, on aura la pub, mais aussi nous aurons après derrière un autre pan de la santé, on va parler de biologie, on va parler d'infertilité. Sous le haut patronage du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, sous la présidence de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, sous le haut parrainage du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Touré Faman, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation EPMN de Bordeaux, en collaboration avec la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire, CPMN-CI, organise la cérémonie de remise de diplôme de la 4e promotion des médiateurs professionnels formés en terre ivoirienne. Promotion Cheikh Yacouba Silla, le jeudi 23 janvier 2020 à partir de 9 h au Palm Club Hotel de Cocody. L'essentiel de l'actualité internationale, bienvenue, bonjour à tous. Le nouveau coronavirus qui a fait 9 morts et contaminé des centaines de personnes en Chine pourrait muter et se propager plus facilement selon Pékin, alors qu'un premier cas hors d'Asie a été signalé aux États-Unis. Un précédent bilan faisait état de 9 morts. Le nombre total de personnes contaminées s'élève à 444 dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie, ont précisé des responsables de cette province du centre de la Chine au cours d'une conférence de presse télévisée. De l'écume de mer dans les rues de Tossa de Mar, une ville d'Espagne. Situation occasionnée par la tempête Gloria et ses vents de plus de 100 km/h qui frappent la côte méditerranéenne. Les habitants se sont réveillés à la vue surréaliste de l'écume de mer qui avait envahi une partie de la vieille ville. Au Liban, plus de 400 personnes ont été blessées lors des heurts récemment entre manifestants et forces de l'ordre à Beyrouth. La colère populaire a été exacerbée par une dégradation rapide ces dernières semaines de la situation socio-économique et l'incapacité des autorités à former un gouvernement qui réponde aux attentes des contestataires plus de 2 mois après la démission du Premier ministre Saad Hariri. Ils sont parmi les derniers survivants d'Auschwitz où furent assassinés plus d'1 million de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 75 ans après la libération des camps de la mort, l'AFP a rencontré des femmes et des hommes qui vivent avec la marque physique et mentale de leur numéro de matricule buriné sur leur avant-bras gauche.
Le procès de l'acteur américain Cuba Gooding Jr. pour agression sexuelle sur 3 femmes débutera le 21 avril prochain, a ordonné hier un juge de Manhattan. Un nouveau signe que le mouvement MeToo se fait sa place dans les tribunaux. Le comédien de 52 ans est accusé d'attouchement non sollicité lors de 3 incidents distincts. En septembre 2018, il aurait touché une femme de façon inappropriée dans un restaurant italien de Manhattan. Une autre affaire d'agression sexuelle, le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein arrive au tribunal de Manhattan pour le début des plaidoiries dans son procès pour agression sexuelle. Avant d'entrer dans le bâtiment, Harvey Weinstein dit aux journalistes qu'il se sent mieux. Au premier jour donc du procès de l'ex-producteur hollywoodien, ses avocats ont cherché à décrédibiliser les témoignages des accusatrices en démontrant qu'elles sont restées en contact avec leur agresseur après les faits incriminés. On termine en bref avec du football. En France, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 à Reims en Coupe de la Ligue grâce à des buts de Marquinhos, Romao contre son camp et Kwasi. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Très belle journée à vous. Merci Régis Kofi. On se revoit lundi, très exactement. Exactement, lundi. Belle Attention aux protéines dans votre alimentation, mangez des protéines. Ben oui, je viens d'écouter le docteur, je pense qu'on va corriger certaines choses. Donc c'est biffé le croissant aujourd'hui? Pas de croissant, pas de promenade. Bon, c'est déjà commandé. Pas de promenade alimentaire. Ah, si. Comment? C'est déjà commandé? Oui, c'est déjà commandé, donc ça viendra. Croissant viande. Ça viendra certainement. Ou de yaourt, il y a des protéines d'origine végétale. C'est bon. Voilà. Bel assemblage. En tout cas, bon appétit à vous. Merci beaucoup à vous. Nous, on continue pas dans le giron de l'alimentation, mais plutôt de la reproduction avec le rôle de la biologie contre l'infertilité. Nous serons donc en compagnie d'un éminent sachant qui nous parlera de ce sujet. Là, ce sera juste après le jingle. Le rôle, mesdames et messieurs, de la biologie dans la prise en charge de l'infertilité. Nous avons la chance et le bonheur d'avoir sur ce plateau l'un des plus éminents professeurs dans ce domaine-là. C'est le professeur Coulibaly Fonzégué Amadou. Il est maître de conférence des universités du CAMES. On va vraiment s'abreuver à la source de son savoir. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Merci de revenir sur ce plateau. Alors, première question que moi j'ai envie de vous poser comme ça. À qui s'adresse la biologie de la reproduction? Merci. Je voudrais d'abord, à l'entame de cette invitation, vous souhaiter d'abord la bonne heureuse année. Merci. Vous aussi. Et vous dire que la reproduction ou encore l'infertilité est généralement sollicitée par des couples qui ont un désir d'enfant. Alors, dans cette dynamique, ils vont certainement voir le médecin gynécologue qui va leur mettre dans un protocole pour répondre à leurs besoins. C'est dans cette sphère que nous intervenons à hauteur de 70 à 80%. C'est le rôle de la biologie dans l'infertilité. Alors, on va rester dans la biologie et dans l'infertilité et savoir comment vous opérez, quelle est la démarche quand les sujets viennent à vous. Bien, nous répondons aux sollicitations du médecin et qui va consulter le couple. À l'issue de ces consultations, ils vont demander des examens en fonction de l'état du couple. Les premiers examens que l'on demande généralement, ce sont les hormones. Et puis, généralement pour l'homme, c'est le spermogramme, le spermocytogramme, la spermoculture. Et à l'issue de cela, ils viennent nous voir, nous réalisons ces examens, on les adresse au médecin qui décide du protocole qu'il doit utiliser pour répondre aux besoins du désir d'enfant du couple. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure de 70 à 80%. Et les 30 ou 20% qui restent, ça dépend de quoi? Les 30 ou 20%, c'est le médecin qui décide. Nous intervenons dans l'activité à hauteur de 70 à 80%. C'est-à-dire notre activité qui se fait au niveau du patient
par exemple, le spermogramme, ensuite les hormones. Et quand il reçoit l'examen, il décide de faire soit une technique qui peut être l'insémination, qui peut être la fécondation in vitro, qui peut être l'ICSI, qui peut être l'IMSI. Voilà, ce sont différentes techniques. Si je prends le cas de l'insémination, où vous avez une bonne qualité du sperme et vous avez un profil de la femme qui est suffisamment intéressant, mais ils n'ont pas le temps, après 2 ans de vie commune, ils ont des problèmes toujours de procréation. En ce moment, nous faisons un traitement du sperme, enfin, des gamètes de l'homme, et puis on fait on le place dans l'utérus de la femme. Hein, ça, c'est le médecin qui le fait. Et à partir de ce moment, après 15 jours, on fait le test de grossesse. Si je prends le cas de la fécondation in vitro, en ce moment-là, il y a un profil, c'est-à-dire que l'homme, il a un nombre de sperme inférieur aux alentours de 500 000 par millilitre. En ce moment, on fait une stimulation à la dame, et une stimulation adéquate, bien évidemment suivie de dosages hormonaux et d'échographie. Et à une date bien précise, on va lui faire une ponction folliculaire. Ce sont ces follicules que nous allons traiter au laboratoire, les mettre en contact avec les spermatozoïdes et puis observer la production, enfin le développement des potentiels embryons et que nous allons transférer ensuite à la dame. Alors si je prends le cas aussi de l'ICSI, c'est l'insémination intracytoplasmique des spermatozoïdes. Alors qu'est-ce que nous faisons? Ce sera la même technique que précédemment au niveau du médecin. Et puis, nous allons choisir un spermatozoïde que l'on va injecter dans l'utérus. Non, pas dans l'utérus, dans l'ovocyte. Et quand on va l'injecter dans l'ovocyte, on va observer son développement jusqu'à un certain stade. On va apprécier la qualité de l'embryon produit et on va le transférer à la dame. Alors, quand on prend aussi, nous avons parlé de l'insémination, de la fécondation in vitro, nous avons parlé aussi de l'ICSI, mais il y a une technique qui est encore plus développée, c'est l'IMSI, qui est l'insémination intracytoplasmique des spermatozoïdes après observation d'un grossissement du spermatozoïde. Alors, vous voyez déjà, la cellule, on l'observe au microscope, elle est toute petite, on n'arrive pas à la voir à l'œil nu. Cette technique-là, on arrive à grossir le spermatozoïde jusqu'à 6600 fois. Ouais, donc, vous pouvez choisir la qualité du spermatozoïde à partir d'une évaluation de la tête, de la queue et de sa mobilité. Et c'est ce spermatozoïde que l'on prend, que l'on va injecter dans l'ovocyte et on va observer le développement. Il faut dire que cette technique-là a une forte probabilité de fécondabilité, hein, c'est-à-dire le taux de fécondabilité. Combien de pourcents? Nous avoisinons près de 80% in vitro. C'est important. Maintenant, quand on le transfère dans l'utérus de la femme, elle chute généralement en dessous de 40% dans certains pays. Mais dans certains pays, ils avoisinent aussi des grossesses de près de 60%. Les incidences de cette chute, vous avez parlé de pays, c'est quoi exactement les contingences? Les contingences, généralement, vous avez chaque patiente à qui on fait un transfert d'embryon a ses problèmes propres. Alors, il peut avoir un problème pathologique sous-jacent qui fait que le taux de grossesse peut chuter, ou encore la technique du transfert, ou encore d'autres paramètres qui échappent à notre réflexion si ce n'est que dans un cas clinique. C'est le propre de la science. Alors, professeur, que fait spécialement, enfin, je vais dire encore le spécialiste en biologie de la reproduction? Qu'est-ce qui fait de déterminant? C'est-à-dire, ils ne sont pas les mêmes, chacun a sa manière d'approcher les choses. Quand on vous entend parler comme ça, on peut vous entendre parler des heures. Alors, c'est quoi le petit truc en plus ou en moins? La biologie a cette particularité.
d'abord, quand vous faites de la biologie, de la reproduction, vous êtes dans un bloc particulier. Vous travaillez sur des cellules que vous ne voyez pas à l'œil nu. Vous travaillez dans une enceinte qu'on appelle une hôte et vous faites des micromanipulations. Ces micromanipulations dépendent de la demande du médecin. Voilà. Et à partir de ce moment, notre particularité est que nous sommes pratiquement comme dans un bloc opératoire. Nous travaillons sur des cellules que nous ne voyons pas et nous devons avoir une certaine dextérité pour éviter les dérives en matière de ces techniques-là. De manipulation. C'est très important ce que vous nous dites là. On a envie même de dire que vous devenez les magiciens de la vie, hein, puisqu'on défie un peu les lois naturelles du cycle de la vie avec un homme, une femme et le processus naturel. Oui, je vais aller même plus loin. Nous ne sommes pas les magiciens de la vie. Nous ne sommes que des illustres inconnus en quête de savoir. Et à qui Dieu a donné une partie de connaissances pour aider son prochain. Et ça fait plaisir. Justement, parlant de dérives, là, vous avez dit, pour éviter des dérives, quelles sont les dérives qui, malheureusement, peuvent, et là, ça arrive souvent, quelles sont les dérives que le biologiste doit, qui sont la hantise du biologiste? Il faut pouvoir expliquer d'abord aux patients, ou bien au couple, hein, en fonction, c'est le médecin qui l'explique, quand il y a une limite, il y a des cas qui sont désespérés. C'est le cas des dons, par exemple. Le don de spermatozoïdes ou le don d'ovocytes, il faut que le médecin puisse l'expliquer au couple et choisir le bon cas. Les dérives, c'est que si vous manipulez mal, vous pouviez prendre la gamète d'une tierce personne et le remettre à une autre tierce personne. Ça, c'est une dérive qui est inadmissible. Vous aviez vu dans des cas où des couples de caucasiens ont eu des enfants noirs. Africains, oui. Hein? C'est des choses qui sont terriblement acceptables. Donc, il faut travailler avec des procédures qui doivent être respectées à la lettre et avoir une dextérité dans la technicité. Alors, professeur, à vous entendre parler, c'est sûr que les couples qui se retrouvent dans cette situation ont beaucoup d'interrogations, à savoir dans notre milieu plus proche. En Côte d'Ivoire, toutes ces manipulations-là sont autorisées et pratiquées? Bon, il y a un seuil de technique qui est utilisé. Bien évidemment, nous ne sommes pas au top de la technique, mais nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas au top de la technique, mais nous ne sommes pas les derniers. Les centres privés qui font ce travail le font très bien. Il faut les féliciter. Et en Côte d'Ivoire, nous avions des centres à qui il faut tirer le chapeau pour dire qu'ils travaillent assez bien. On a certainement des choses à améliorer. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans certaines organisations africaines et pour pouvoir partager l'expérience que chacun de nous a. Alors, tout n'est pas que physique, tout n'est pas que médical, on ne le dira jamais assez. Il y a aussi la valeur psychologique et c'est là qu'intervient la pédagogie. Quid de la pédagogie au couple? Le couple vient devant vous, il y a des réalités, mais il y a une manière de faire, il y a une pédagogie. Au-delà de les soigner, il faut leur expliquer pourquoi, où on s'en va, entrer dans leur monde et les guider. Oui, ça commence déjà aux premières analyses biologiques. Un patient qui vient vous voir, je viens pour un spermogramme. Déjà, il a un statut particulier. On ne peut pas le mettre dans la doxa, c'est-à-dire dans le peuple. Hein? Et puis il dit, monsieur, entrez dans cette salle pour faire votre prélèvement. Non, il faut le préparer. Nous essayons de le faire. Mais cela revient à des spécialistes, à des psychologues. Les psychologues en reproduction, pouvoir leur dire, voilà ce qu'il faut faire. Il faut peut-être faire une abstinence de 3 jours. Il faut le faire par, comment on appelle, les techniques particulières, hein, pour ne pas échauder les oreilles. Nous évitons de dire des thèmes parce que les enfants sont encore à 7 heures. Voilà. Alors, donc, il faut pouvoir préparer le patient, homme. Ensuite, préparer la femme. Vous venez faire un prélèvement, c'est possible que vous réussissiez, c'est possible que ça échoue. Parce que dépenser des sommes importantes
pour vouloir avoir un enfant. Parce que c'est cher? Ça coûte combien? C'est considérable. C'est cher? Là, je vais répondre à une question. C'est considérable et ça dépend des centres qui le font. Hein, voilà. En tout cas, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est considérable. Voilà. On a tout compris. Alors, donc, vous lui parlez que ce soit l'homme ou la femme de la même manière? Oui, on les entretient. On les entretient. Dès lors qu'il vient pour un problème de fertilité, il faut l'entretenir, il faut l'accompagner. Hein, il faut accompagner le couple. Parce que avec le taux de réussite pour l'insémination qui est de 20%, pour l'IMSI qui monte aux alentours de 30%, il y a des techniques maintenant qui font que c'est en train de monter, des techniques qui sont en cours de développement. Ça monte, mais le taux de réussite ne dépasse pas encore la barre de 50%. C'est petit, hein, c'est petit. On fronce le visage parce que franchement, accorder son espoir pour 30 voire 50%, mais comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui. Vous avez donné un indicateur très important au couple. 2 ans. C'est à partir de 2 ans qu'il faut s'alarmer. 2 ans de vie commune, on va dire, complète et pratiquée. 2 ans de vie commune, ça dépend de l'âge du couple. D'accord. Un couple dont madame a 40 ans et monsieur un peu plus ou un peu moins, il faut s'inquiéter. D'accord. Voilà. Ou un couple où madame a des problèmes de fibres, d'endométriose ou encore d'ovaires polykystiques, il faut s'alarmer quand même parce que le problème peut se poser à un certain moment donné. Sachez que, pour aller un peu dans une anecdote, on demande à la jeune fille, allez à l'école. Aller à l'école. Mais les besoins physiologiques ont une importance où, à un certain âge, les besoins physiologiques, malgré les contraintes et les conseils des parents, entre 14, 15, 16, 17 ans, il y a une fratrie qui prend des grossesses. Les parents l'acceptent difficilement. Elles font lui une IVG, c'est-à-dire une interruption volontaire de la grossesse, contre son gré. Je vous le dis, c'est contre son gré généralement. On l'oblige à le faire. Elle dit, je fais les études. Je vais avoir mon bac, puis rentrer à l'université. Le jeune garçon, quand il a son bac, c'est la liberté. C'est les conquêtes. Peut-être 22, 23 ans. Elle prend une grossesse avec son petit copain qui est à l'université ou encore. Il dit, non, je ne suis pas prêt. En ce moment, elle fait une IVG. Selon elle-même, elle n'est pas contente. Parce qu'elle voudrait vivre avec eux. Elle dit, en ce moment, je vais faire mes études. Et puis, quand je vais me réaliser, je vais en ce moment avoir mon enfant. Alors, elle fait ses études, elle fait le top des études, master, voire. Et puis, 27, 28 ans, cherche du travail, connaissant le milieu de travail ici, qui n'est pas facile, 30, 35 ans. Ça attrape un monsieur qui a aussi sa vie. En 30, 35 ans ou encore 36 ans, le problème de fertilité se pose pour elle. À 42 ans, c'est difficile. Alors vous avez une fratrie de dames qui viennent pour les désirs d'enfants qui sont dans cette tranche-là et c'est difficilement gérable. On imagine, professeur. Alors, quelle est on est à 4 minutes de la fin de l'émission, quel est le cas le plus désespéré? Parce qu'il faut quand même donner de l'espoir à celles qui nous regardent. Quelle est la femme la plus âgée à qui vous avez pu vraiment annoncer, madame, c'est bon, vous êtes enceinte? En Côte d'Ivoire. Oui, il faut donner de l'espoir. En exclusivité pour Matin Bonheur. Ça pourrait encourager d'autres qui veulent baisser les bras. Non, il ne faut pas décourager les gens. Oui. Il faut leur dire toujours qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours des techniques que nous pouvons utiliser jusqu'à même le temps. Son âge. Elle avait quel âge, madame? Vous me posez une question que je veux pas, à laquelle je ne veux pas vous donner. Oui, la fourchette, ça pourrait, voilà. Plus de 50 ans? Nous avons des dames qui ont plus de 50 ans. Plus de 50 ans. On m'a parlé de 54 ans, une dame de 54 ans. Quelque part ici à Abidjan, c'était vraiment la fête.
Non, de façon... Et on en a vu même après qui deviennent beaucoup. Hein. Ça devient des quintuplés. Je voulais même vous dire qu'il y a eu aussi un cas, une femme de façon naturelle, grand-mère. Oui, grand-mère, ça s'est passé il y a un peu longtemps, en Côte d'Ivoire. À ce même âge-là, elle a eu de façon naturelle un enfant. 54 ans. Ouais. Ah, donc mes sources sont exactes. 54 ans. De façon naturelle. Naturelle. Ouais. Après avoir cherché, essayé. Non, elle avait ses enfants, elle était grand-mère. D'accord. Ah. Et puis à 54 ans. Et elle a accouché normalement? Elle a accouché. Sous assistance. Non, normalement. Ah, wow. Normalement. C'est bien ça. Normalement, mais c'est un des cas assez rarissimes quand même. D'accord. Alors, vous avez parlé, à partir de votre anecdote, hein, c'est vrai que vous avez fait un cheminement, quoi qu'on se dit aussi, c'est à partir d'un certain âge que le corps physiologiquement peut accueillir un enfant. Quels sont les conseils que vous avez à donner aux dames dans leur jeunesse à partir de, on va dire, de la vue des premières menstrues? Et je complète, et aux jeunes couples aussi. Oui. Non, ce n'est pas aux dames qu'il faut donner seulement des conseils. C'est à tout le monde. D'accord. Il faut avoir la force de s'engager dans une relation et éduquer les jeunes. Vous voulez être ensemble, soyez sérieux. On peut avoir un enfant à 17 ans, à 18 ans. On peut avoir une grande conscience de son état et puis avancer correctement. J'aime beaucoup donner des anecdotes. J'ai eu un ami qui, au collège, ses parents lui avait donné une dame, une fille. On se moquait de lui. Aujourd'hui, il est grand-père. Et il a une fonction, voilà. Alors, très jeune. Dernière question, professeur. Souvent, il y a un spécialiste qui me disait, quand on préparait l'émission, que souvent, on peut être amené à prendre des prélèvements, parlant des biologistes, d'autres membres de la famille, pour voir un peu si le problème de fertilité n'est pas dans la famille. On peut procéder à des examens sur d'autres membres de la famille, notamment d'autres femmes. C'est possible? Oui, ça c'est des tests génétiques pour voir s'il y a des anomalies dans la famille qui peuvent affecter la conception. Et c'est vrai souvent? Ça peut arriver. C'est pour ça que je parle de la recherche, où on fait des tests pour augmenter le taux de réussite dans ce genre de situation. Et le regard sur la congélation d'ovules ou de spermatozoïdes. Ça, c'est intéressant parce que quand il y a des embryons surnuméraires ou encore une bonne qualité de sperme, on peut aussi le congeler. On parle de congélation, mais actuellement, nous sommes plus à la vitrification. Qu'est-ce que c'est? La vitrification, c'est une congélation rapide des gamètes ou des embryons. C'est la pointure au-dessus. Voilà, c'est plus rapide. C'est plus rapide et l'ancienne technique avait quelques contraintes, ça prenait du temps. Avec la vitrification, c'est plus rapide et puis ça donne des résultats meilleurs. C'est l'espoir. En tout cas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Allez, pour tous. On nous annonce une information. 61 ans au Texas qui a accouché la semaine surpassée. Une femme de 61 ans. Petit à petit, la science avance et on espère qu'on aura de très bons résultats. On aimerait de tout cœur, avec tous ces couples-là, toutes ces personnes qui souffrent des affres de l'infertilité. Vraiment, il y aura de l'espoir à coup sûr. Merci d'être resté à notre chevet ici pour Matinale. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, professeur. Merci de m'avoir invité. Non, c'est avec plaisir. C'est nous. Allez, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et ce sera bien sûr pour le giron culture de cette semaine. Je suis Alice Kokola en compagnie de Marcelin Govoy, toujours. Bonne journée.